Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Cela fait bientôt 10 ans que les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France ont eu lieu. 10 ans que l'État proclame régulièrement le plan Vigipirate de toutes les couleurs les plus chaudes de la palette. Mais en réalité, ces attentats ont-ils vraiment bouleversé la vie de la société? Sommes-nous devenus plus vigilants? Vous qui êtes de celle qu'on appelle la génération Bataclan, laissez-vous sortir vos enfants seuls le soir? Qu'a-t-on véritablement appris de ces tragédies? Et au fond, a-t-on parfois raison de craindre le pire encore aujourd'hui? On en parle avec le directeur de l'Institut géopolitique européen, Sébastien Boussois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien Boussois. La barbarie est aux portes de Rome. Non, la barbarie était dans Rome. Quand Rome a basculé. Aujourd'hui, on vit, alors pour certains, la peur au ventre. Nous commémorons aujourd'hui la tragédie de 2015, les deux, celle de janvier et celle de novembre. Il y en avait eu d'autres avant. Donc on sait que la France est le terrain où le terrorisme, où l'intégrisme islamique vient régler ses comptes avec l'histoire, avec le passé, et veut détruire l'avenir. Ça devient une réalité. Les autorités policières et politiques nous disent voilà, on est là. Alors on déjoue tout le temps, on évite. Pour autant, ils sont là. Combien sont-ils? Sont-ils prêts à agir en permanence? Il y a des pauses, ça revient. Est-ce qu'il faut vivre avec cette réalité et l'intégrer comme une nouvelle donne? J'allais dire, il y a des craintes aujourd'hui médicales sur des virus, et donc ça serait un des virus de notre civilisation. Oui, je crois que la nouvelle donne, elle est intégrée depuis bien longtemps. D'ailleurs, même avant 2015, les attentats de Toulouse, par exemple, avec Mohamed Merah à l'époque, on était dans le sentiment ou la perception petit à petit que ce nouveau paramètre géopolitique extérieur allait, pour un certain nombre d'années, nous empoisonner. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de questions dans ce que vous avez évidemment soulevé. Je pense que le terme de djihadisme d'atmosphère que le professeur Gilles Kepel a développé montre à quel point on est passé effectivement d'une série et d'une séquence d'une démultiplication d'attentats extrêmement violents, dont l'apothéose ont évidemment été les attentats de Paris, du Bataclan et des terrasses de l'Est parisien, mais également l'attentat de Bruxelles en mars 2016. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus diffus parce que le détonateur qui était extérieur à la France, en l'occurrence Daesh sur les territoires syriens et irakiens, a implosé en plein vol depuis 2018. Et finalement, cette menace qui était relativement sanctuarisée et territorialisée, avec tous ces jeunes qui passaient par ce rite de passage d'aller en Syrie pour se former de façon paramilitaire et revenir frapper sur la France, et vous l'avez souligné effectivement, terrain de toute évidence favori de ces apprentis sorciers du terrorisme. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus diffus et le territoire a largement évolué. Il n'y a plus uniquement la Syrie ou l'Irak ou d'autres zones du Moyen-Orient. Il y a évidemment des zones et des quartiers sensibles, comme on le dit pour pas dire autre chose. Et il y a aussi évidemment Internet, dans ce dark web aujourd'hui où tous ces jeunes peuvent puiser une idéologie et à un moment s'en saisir pour aller exister et pour frapper. Avec cette nuance, Sébastien Boussois, que les frères Kouachi, Mohamed Merah et d'autres étaient des citoyens français élevés sur les bancs de l'école de la République. Pourquoi est-ce que les valeurs de la République n'ont pas été mieux enseignées ou qu'ils ont été moins imprégnés? Pourquoi est-ce que l'intégration, pourquoi est-ce que le fait de vivre ensemble, pourquoi la République a échoué et a engendré au sein même de son sanctuaire des monstres et des barbares qui ont commis des atrocités? L'idéologie est terrible en fait, l'idéologie djihadiste, elle a retourné des jeunes de notre propre pays contre le pays qui les a vus naître et qui les a vus grandir ou mal grandir. En réalité, ce qui est assez fou, c'est que beaucoup continuent encore aujourd'hui à concevoir et à penser que la menace, elle est uniquement extérieure et que finalement tous ces dangers dont nous malheureusement qui nous accablent ne sont en fait que des éléments très très éloignés. C'est pour ça que longtemps on s'est senti d'ailleurs invincible et intouchable, parce qu'on a cru que les attentats, les menaces, tout ça, c'est des histoires de Moyen-Orient, c'est Israël, c'est la Palestine, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. Non, en réalité, cette idéologie aujourd'hui, elle transpire à travers les réseaux, à travers les quartiers, à travers les mosquées, à travers des mauvaises rencontres, et elle forme des individus à l'idéologie mortifère du djihadisme. Et vous l'avez dit, c'est ces jeunes qui sont nés ici, qui se sont retournés contre nous. Sébastien Boussois, est-ce que c'est le système pédagogique qui a eu un défaut, qui a eu une faille, une défaillance, ou est-ce qu'il y a à l'intérieur du système éducatif des gens qui entretiennent cette ambiguïté et qui mettent dans la tête de ces jeunes qu'ils ont été victimes d'un colonialisme, d'un abus, que l'histoire a besoin de compenser ce que leurs aînés, pas eux,
ont souffert et qui sont dans une revanche qui serait devenue légitime. Alors je crois qu'il y a un décrochage complet aux valeurs républicaines et nationales pour bon nombre d'entre eux en réalité. Ces jeunes qui sont partis en vrille, si je puis dire, et qui n'ont jamais eu ni le sentiment ou dont ils n'ont jamais été l'objet de cette adhésion aux valeurs nationales, vous retournez pas contre votre propre pays si vous croyez à votre pays, si vous aimez votre pays et si vous aimez vos compatriotes. En réalité, ces individus-là sont dans une sorte de flou non artistique qui a soit été instrumentalisé dans certains quartiers, soit instrumentalisé sur Internet, soit effectivement à un moment vous évoquez cette question de l'éducation nationale. Je voudrais pas accabler davantage l'éducation nationale et des professeurs qui font un travail évidemment extraordinaire, mais quand vous voyez effectivement quelqu'un... La grande majorité, mais pas tous. La grande majorité, mais pas tous. Mais quand vous voyez ce qui est arrivé à Samuel Paty et au professeur Bernard, c'est évidemment extrêmement inquiétant de voir à quel point vous remettez en perspective à la fois l'histoire, à la fois l'éducation civique et toutes ces choses-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement une responsabilité d'un certain nombre de courants politiques qui ont décidé d'inscrire bon nombre de nos compatriotes qui sont nés sur le sol français dans la posture de victime. Vous l'avez souligné très justement, et quand vous inscrivez quelqu'un dans la posture de victime, c'est pour qu'il vote pour vous, et vous n'avez aucun intérêt à le sortir de ce statut-là, sinon il ne votera évidemment plus pour vous. Et ces individus-là, on leur a fait croire que la France était responsable de tout, que la laïcité était une loi islamophobe, que la France soutenait Israël mordicus quoi qu'il se passe, et que quelque part, les damnés de la terre, les pauvres misérables qui seraient mis de côté, étaient ces individus issus plutôt de l'immigration. Mais j'ajoute un élément, c'est qu'on a vu dans l'évolution des processus de radicalisation, plus uniquement des jeunes issus des banlieues ou issus de l'immigration maghrébine, pour faire simple. On a vu sur 2014-2018 des jeunes gosses de riches venus de la province complètement perdus. On a vu des filles, des filles très 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 radicalisées. Ce n'était plus uniquement le jeune. Il n'y avait pas que de la fracture sociale. Non, il n'y avait pas que de la fracture sociale, mais je crois une détestation préméditée et cultivée. Oui, et en plus de ça, je pense fondamentalement qu'il y a un problème au-delà de l'amour du pays dans lequel on est né. Il y a un problème de rêve, il y a un problème de... Ces générations-là sont nées dans les années 80 et 90. Alors, il y a la question du chômage, il y a la question de la misère, il y a la question de la paupérisation, il y a la question de la marginalisation de beaucoup de couches de la société. Il y a la question du rêve aussi. Aujourd'hui, vous naissez en France. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Toutes ces valeurs qu'on nous a inculquées, qu'on m'a inculquées dans les années 80, je suis pas parti de travers. Mais certains, effectivement, parqués dans des zones sensibles, parqués dans des quartiers extrêmement difficiles, n'ont pas non plus eu l'opportunité de pouvoir avoir la même chance que plein d'entre eux, et ont été récupérés par faiblesse, par problème d'éducation, par responsabilité ou peut-être irresponsabilité d'un certain nombre de parents, se sont retrouvés embringués de la petite délinquance au grand banditisme, puis ensuite au terrorisme. Vous n'aurez pas ma haine. Admirable résilience du peuple français. Est-ce que ce sont des remèdes qui suffisent pour vivre avec la peur au ventre? Ça fait partie de... Le message d'Antoine Léry, c'est très beau. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre entre Georges Saline, dont on a beaucoup parlé, dont la fille Lola est malheureusement décédée au Bataclan il y a 10 ans, et Asdine Amimour, qui est un ami et qui est le père de Sami Amimour, un des 3 terroristes du Bataclan. Ce dialogue a été extrêmement constructif, difficile, sensible, beaucoup de souffrance évidemment des deux côtés. Je crois qu'il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf. Comprendre, ce n'est pas excuser, pardon. Je crois qu'on continue évidemment à se poser énormément de questions par rapport à tout ce qui s'est passé, mais on est probablement encore très désemparé sur les outils qui permettraient que ça ne se reproduise plus. Et rappelons que ce sont les musulmans qui sont les premières victimes, que ce soit à Gaza ou ici, de l'islamisme. Nous avons en ligne Abdelkarim qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Abdelkarim. Oui, bonjour monsieur. Merci de votre parole, de me donner la parole sur votre antenne de Sud Radio. Donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous avoir au téléphone. Et c'est toujours la même problématique. Donc moi, je suis musulman, pratiquant. Et je suis assez révolté en fait par rapport à tout ce que j'entends donc tous les jours, que ce soit sur votre antenne ou sur les journaux télévisés.
Pourtant, on fait la part des choses. Hein. On fait vraiment la part des choses. Et jamais on a jeté Qu'est-ce qui l'anathème vous indigne sur nos compatriotes musulmans. Jamais. Oui, le problème qu'il y a, c'est que en fait, c'est des comment dire ça, vous stigmatisez, mais indirectement. C'est-à-dire du moment où vous employez certains termes, bah donc ça nous rappelle. Quel terme? Soyez précis. L'islamisme, par exemple. L'islamisme, ça veut rien dire. C'est comme si moi je vous disais le judaïsme. Le judaïsme, ça en aucun cas. Mais sur Gaza, je peux vous dire qu'on n'épargne pas. Non. Là. Aujourd'hui, les gens qui sur Gaza vous disent que Netanyahou a raison, et il y en a, je peux vous dire qu'on les stigmatise et qu'on s'engueule avec eux, j'allais dire même violemment quelquefois. Non. On est un pays, on est dans une logique laïque. Et quand les catholiques et quand les chrétiens on les dénonce. Et quand il y a eu des barbaries dans l'histoire, on l'a dénoncé. La loi de 1905, ça était d'abord pour virer les catholiques à coups de pied dans les fesses des institutions de la République. Oui, non, mais je vous donne juste un exemple. Pourquoi? Parce que du moment où vous parlez de l'islamisme, vous parlez de l'islam. On est bien d'accord? Bah non, justement. Voilà, oui, mais c'est pas. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Quand on parle du sionisme, on parle des juifs. Non mais écoutez, monsieur, personne ne montre du doigt les musulmans quand on parle. Excusez-moi. Allez-y, Abdelkarim, on vous écoute. Temps de parole, qu'on puisse bien s'entendre, parce que si vous parlez en même temps je parle, allez-y, on vous écoute. Le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Oui. Voilà, faut bien faire la distinction. Voilà, donc le sionisme. Et l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme à ce moment-là. C'est vous qui faites l'amalgame là, non? Non, pas du tout. Pour moi, du moment où vous employez l'islamisme, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'islamisme? Il y a une grosse distinction entre l'islam et l'islamisme. Ça veut dire une dérive extrême de l'islam avec des pratiques qui ne sont pas reconnues et qui ne sont pas d'ailleurs mentionnées dans le Coran. Mais je ne vois pas le rapport avec le sionisme et Israël. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que vous prenez la racine du mot qui n'a rien à voir avec l'islam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non. Non, mais si, je comprends très bien, mais je peux vous dire qu'on fait la part des choses. L'islam, si vous voulez, selon la jurisprudence, condamne fermement. Mais bien sûr. Mais quand on parle de terrorisme islamiste, ça vous dérange? Madame, excusez-moi, il n'y a pas de terrorisme dans l'islam. Attendez, quand un attentat est commis au nom d'Allah, ça vous dérange qu'on le précise? Non, ça me dérange pas, mais c'est à l'antipode de les valeurs de oui, l'islam. mais on dit pas l'inverse, on dit pas le contraire. Je vous cite un exemple. Les prêtres et les pères de l'Église ont violé des millions. Mais on fait toujours ce parallèle. Mais bien sûr, mais on le condamne aussi. Mais attendez, un prêtre qui viole des enfants, on va le condamner de la même manière sur notre antenne. C'est idiot comme comparaison. Non, pas du tout. C'est ce que vous dites. Non, mais là, en l'occurrence, vous parlez. Non, mais attendez, vous parlez du. Vous parlez. L'exemple que je viens de Déjà, vous parlez tout seul. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne s'entend pas. Vous ne me laissez pas parler, vous me coupez la parole. Mais si vous avez déjà tout dit, mais vous ne nous laissez pas répondre. Bon. Laissez-moi finir l'exemple. Écoutez, on arrive. Le timing est ainsi fait. Mais on vous arrive au terme. Vous nous rappellerez. Non, on va revenir. Sébastien Boussois, vous allez revenir. Abdelkarim, vous nous rappellerez. Et on continuera ce débat essentiel, qui est au cœur de nos enjeux. Et on ne va pas se défausser. Merci.